Et voici la vidéo règle de Sbire, un jeu de cartes tactiques avec pas mal de fourberies pour 2 à 5 joueurs à partir de 12 ans. C'est un jeu de Vincent Jouanneau et Jean-Pierre Nicolas, édité chez Jocus et distribué par Gigamic. Au niveau matériel, tout d'abord 5 mini-plateaux qui représentent différents lieux d'une ville médiévale. Nous avons la taverne, nous avons le château, la Grand Place, l'église et enfin la salle d'armes. Nous les disposerons avant de commencer au milieu de la table avec 3 d'un côté et 2 de l'autre dans n'importe quel ordre, ça n'a pas d'importance. Et nous allons ensuite trouver 5 paquets de cartes de la même couleur que les lieux qu'on a placés et on va mettre ces cartes en haut à gauche de chacun des lieux, car effectivement, à droite de chacun des lieux, il y aura une défausse. Alors il faudra évidemment bien mélanger chacun des paquets avant cette mise en place. Nous avons ensuite 5 blasons qui serviront pour marquer les points de victoire. Effectivement, il y a des chiffres allant de 0 à 30. Chacun va pouvoir donc choisir le blason de son choix et récupérer aussi les 8 petits meeples de la couleur correspondante. Nous avons aussi un marqueur de jour avec un petit point comme ça qu'on pourra déplacer de jour en jour. Pour l'instant, on le met dans l'encoche 1 et vous allez aussi trouver un ensemble de pions fermeture de lieu qu'on peut disposer à côté du plateau général. Il doit alors vous rester des petites cartes d'aide de jeu. On peut en distribuer une à chaque joueur. Chacun va aussi placer son blason sur le 5. Effectivement, au début de la partie, déjà avec 5 points de victoire. Alors attention, dans cette première version du jeu, voilà, le compte-tour est un petit peu sensible. Je pense que ça sera réglé pour les éditions suivantes. Donc on le place sur 5 et puis on fait attention de ne pas le bouger pour le moment. Il nous reste alors 3 dés qui sont tout à fait normaux, sauf que le 6 est remplacé par un S, mais ce sera quand même un 6 lorsqu'on lancera les dés au cours de la partie. Et enfin, nous avons le marqueur de maître de la cité sénéchal de Montfleury qui sera attribué au premier joueur. Ce sera le joueur qui a les ongles les plus sales. Si jamais il y a une égalité, ce sera le plus jeune d'entre eux qui prendra ce marqueur. Ceci étant fait, nous sommes prêts à débuter la partie, mais quel est donc le but du jeu? Eh bien, nous sommes dans la petite cité médiévale de Montfleury, et le roi a décidé de nommer un nouveau sénéchal. Nous sommes donc des prétendants à ce poste qui vont tenter de faire valoir leurs qualités, et nous allons pouvoir envoyer nos gens, nos petits sbires, pour essayer de nous valoriser par rapport au reste de la population. Ils sont un peu idiots, mais ils sont parfaitement dévoués à votre cause. Alors, la partie va se dérouler sur 4 grandes manches qui sont appelées des jours. On avancera donc le marqueur à chaque manche passée. Et à la fin du 4e jour, ce sera le joueur qui a le plus de points de prestige qui l'emportera. Mais attention, si au cours de la partie, à la fin d'un jour, un joueur est arrivé à 30 ou à plus de 30, eh bien à ce moment-là, ça mettra fin immédiatement à la partie. Et ce sera le joueur qui a le plus de points qui l'emportera. Alors, chaque jour, chaque manche va se dérouler en 3 phases. Une première phase où les joueurs vont envoyer leurs sbires dans les différents quartiers de la ville afin de récupérer les cartes de couleurs correspondantes. Ensuite, il y aura une phase où nous affronterons les autres seigneurs en jouant les cartes que nous aurons récupérées dans la première phase. Et enfin, une 3e phase où on fera le décompte des points de victoire que nos sbires nous rapportent de façon à essayer de s'approcher de 30 points. Alors, la ville est divisée en 5 quartiers, et lorsque vous allez envoyer vos sbires dans un quartier, vous allez pouvoir récupérer une carte de la couleur de ce quartier, et chaque quartier propose des cartes différentes avec des capacités qui vont orienter votre jeu. Si vous allez à la taverne, vous récupérez des cartes qui vous permettront de faire des coups bas contre les autres joueurs et ainsi les embêter. Si vous allez au château, vous allez pouvoir récupérer des sbires qui feront des petites animations pour le public et qui vous permettront ainsi de gagner de la popularité.
Vous pouvez aussi aller sur la place du village pour récupérer des cartes orange ou rouge qui vous permettront de prouver votre supériorité martiale. Donc là, ce sera aller à la castagne avec les autres joueurs pour prouver que vous êtes le plus fort. Vous pouvez aussi aller sur la salle d'armes pour justement récupérer des armes qui vous permettront soit d'attaquer les autres joueurs grâce aux cartes rouges, soit de vous défendre contre les attaques des autres joueurs. Et enfin, nous avons l'église qui vous permettra d'avoir un petit peu de piété et de gagner des capacités spéciales intéressantes. On commence donc la phase 1 par le joueur qui a reçu le pion premier joueur. Il va prendre un de ses sbires et l'envoyer à l'endroit de son choix. Ah bah c'est le début du jeu, allez j'ai envie d'être martial, pof, je peux envoyer quelqu'un sur la place du village de façon à récupérer une carte de la couleur correspondante. Je peux immédiatement regarder cette carte pour voir ce qu'elle me permettra de faire dans la phase suivante. Mais là, j'ai terminé. On passe donc au joueur suivant dans le sens des aiguilles d'une montre, qui va lui aussi choisir un endroit, se placer, récupérer une carte correspondante, et ainsi de suite. Les joueurs, à tour de rôle, placent un personnage dans la cité de leur choix. Alors, attention, les lieux sont en place limitée. Effectivement, au-dessus, il y a indiqué combien au maximum on peut envoyer de sbires dans ce lieu en fonction du nombre de joueurs. Donc là, par exemple, si on joue à 2, on ne pourra mettre que 4 sbires au maximum. On pourra en mettre 5 si on joue à 3. On pourra en mettre 7 si on joue à 4. Et enfin, on ne peut en mettre que 8 lorsqu'on joue à 5. Donc là, comme je fais un exemple à 5 joueurs, eh bien, dès qu'un joueur va placer le 8e pion, il récupère bien sûr une carte, mais on va prendre un petit marqueur lieu fermé pour indiquer que plus personne ne peut placer de sbires à cet endroit-là. Et les joueurs poursuivent ainsi le tour en déposant leur personnage et en récupérant des cartes jusqu'à ce que chacun ait 8 cartes en main. Alors effectivement, au fur et à mesure, les lieux vont se fermer. On a donc de moins en moins de choix possibles pour les derniers pions qu'il va nous rester. Une fois que le dernier joueur a placé son dernier pion et que tous les lieux sont donc fermés, on va pouvoir passer à la phase 2. Chacun a donc 8 cartes, puisque nous avions 8 pions que nous avons forcément placés dans la ville, donc chacun se retrouve avec 8 cartes en main, et nous allons pouvoir passer à la phase où nous allons pouvoir affronter les autres seigneurs. De la même façon, en commençant toujours par le premier joueur, chacun va jouer une carte de sa main, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on ait joué toutes nos cartes ou qu'on ait décidé de s'arrêter. Alors, bien sûr, chaque joueur consulte ses cartes, mais attention, le dos des cartes est donc de couleur, et les autres joueurs savent ce que vous avez en main. Vous n'avez pas le droit de leur cacher. S'ils vous le demandent, vous devez leur montrer l'intégralité du dos des cartes pour qu'ils puissent savoir à quoi à peu près s'attendre. Alors, toutes les cartes représentent différents sbires du jeu, là, qui ont des têtes particulièrement rigolotes, et il y a en bas à gauche des sigles qui vont indiquer quel type de cartes et comment est-ce qu'on va les jouer. Si vous avez un symbole d'éclair, ce sera une carte à poser pour faire immédiatement son effet avant qu'elle soit défaussée. Ensuite, nous avons des cartes avec ce petit carré incliné. Celles-ci sont des cartes que vous allez pouvoir poser devant vous et qui vont rester devant vous dans ce qu'on appelle une réserve. Donc chaque joueur a une réserve dans laquelle il va ainsi pouvoir mettre ce type de carte. Nous avons la même chose, des petites cartes aussi avec aussi un carré, mais au lieu que ce soit un chiffre, il y a comme ceci un triangle noir. Ça va être des cartes que l'on pose dans sa réserve, mais que l'on pourra utiliser plus tard à chaque tour pour une capacité spéciale. On commence donc par le premier joueur qui lit bien sûr les capacités de ses cartes et qui choisit celle qu'il va jouer, puis il peut décider par exemple de mettre une démonstration ménestrelle. Alors ceci est dans les cartes jaunes et ce sont des personnages qui nous permettront de marquer des points de victoire à la fin du jour. Donc encore faut-il que ces cartes restent jusqu'à la fin devant nous. Donc là, je peux la poser, boum, devant moi, et comme il y a un petit 1 d'indiqué dans le carré, ça voudra dire que je ne peux poser devant moi qu'une seule carte avec le même nom. Donc démonstration ménestrel, je ne peux avoir qu'un seul ménestrel de poser devant moi.
Donc là, pas de problème, je pose celui-ci. Comme il n'y a pas d'effet particulier, mon tour est terminé, on passe au tour du joueur suivant. Imaginons qu'il décide de jouer une carte verte de la taverne, ragot et forfanterie. Alors, c'est indiqué que c'est un effet qui est immédiat et qu'après, il va défausser la carte. Choisissez un adversaire, il perd un point. Alors ça veut dire victoire en fait, il perd un point de victoire, puis vous gagnez un point de victoire. Donc le joueur pose sa carte face visible, annonce qui il vise. Il pourrait par exemple décider que ce soit le premier joueur. Je vous rappelle qu'on a commencé avec 5 points de victoire, justement pour déjà pouvoir en perdre. Donc là, boum, je passe à 4 points de victoire, et lui qui vient de jouer cette carte passe à 6 points. Ensuite, cette carte est immédiatement défaussée à côté du paquet de la couleur correspondante. On passe alors au joueur suivant qui pourrait décider de jouer une carte violette. C'est une carte eau bénite, et ici il y a un petit 2 d'indiqué dans le carré, ça veut dire qu'il va laisser ce sbire devant lui, mais qu'il pourra poser une deuxième carte eau bénite si jamais il en a une en main. À tout moment, défaussez cette carte, puis ajoutez 1 à la valeur d'un de vos dés. Nous allons voir que les dés vont servir pour les attaques. Pour le moment, il n'y en a pas, mais effectivement, on peut préparer un petit peu ce qui risque de se passer plus tard en posant les cartes correspondantes devant soi. Donc là, il essaie de se protéger un peu pour plus tard. Le joueur suivant pourrait lui aussi poser une démonstration ménestrelle, et puis le joueur suivant pourrait jouer une carte comme celle-ci, qui est une carte atout. Effectivement, dans chacun des tas du jeu, il y a une seule carte atout qui a un pouvoir vraiment intéressant, qui se déclenchera lorsque le joueur incline la carte. Donc là, par exemple, l'atout bleu, confiance, à tout moment, vous pouvez incliner cette carte, puis ajouter 1 à la valeur de tous vos dés d'attaque ou de défense. Ouh là là, comme on regarde un peu ces cartes et qu'on voit qu'il a pris pas mal de cartes rouges, ça veut dire qu'il se prépare à l'attaque. Il pose donc cette carte face visible devant lui, et pour l'instant ne fait pas le pouvoir. Quand il en aura besoin, il faudra qu'il incline la carte. Alors attention, nous avons vu que les cartes qui sont jouées devant les joueurs sont placées dans ce qu'on appelle la réserve du joueur, et cette réserve de joueur est limitée à 8 cartes au maximum. Mais attention, les atouts sont spéciaux, ils ne sont pas considérés comme étant des cartes de réserve. On les placera donc par exemple à droite de notre blason, de façon à se rappeler que ce sont des cartes spéciales qui ne compteront pas dans la réserve et qui en plus ne pourront pas être affectées par des effets de cartes où il y a marqué qu'on peut par exemple prendre des cartes de la réserve d'un autre joueur. Dans mon exemple, c'est justement au premier joueur de rejouer, et puis par exemple il avait une carte Racine de Belladone, c'est marqué que c'est un effet immédiat, choisissez un adversaire, il place une carte de sa réserve dans votre réserve, ben là malheureusement je ne peux pas le faire sur lui, donc je peux choisir un autre joueur, je décide de le faire quand même, et puis je sélectionne un joueur. Donc là par exemple, je pourrais sélectionner celui-là, comme il a une seule carte devant lui, il est obligé de me donner celle-ci. Par contre, si j'avais ciblé un joueur qui avait plusieurs cartes devant lui, eh bien ce joueur aurait pu choisir la carte qu'il aurait désiré me donner. Donc là, il n'a pas le choix, pof, je l'ai bien joué au bon moment, et comme c'est une carte à effet unique, je la défausse immédiatement. Alors, parlons maintenant des attaques. Nous allons pouvoir attaquer les autres joueurs, mais encore faut-il avoir récupéré des gants dans le paquet orange. Effectivement, il n'y a que le paquet orange qui permet d'attaquer les autres joueurs avec des cartes gants. Il n'y a pas que des cartes gants dans le paquet orange, donc peut-être que ça va vous forcer à piocher plusieurs cartes dans ce paquet pour espérer avoir un gant si vous voulez attaquer les autres joueurs. Alors, lorsqu'un joueur joue la carte gant, c'est indiqué, on provoque un duel. Donc là, le joueur joue la carte face visible devant lui, avant de sélectionner un joueur autour de la table contre qui il va se battre. Par exemple, imaginons qu'il m'en veuille parce que j'ai 2 cartes et puis que j'en ai piqué une à quelqu'un. Alors évidemment, c'est un jeu avec beaucoup de diplomatie où on discute les uns avec les autres pour savoir « Ah ben oui, mais c'est lui qui est en train de gagner, etc. etc. » Donc là, imaginons qu'il décide de m'attaquer moi, il me provoque en duel. Après m'avoir provoqué, il va décider s'il souhaite utiliser une arme pour m'attaquer. Les armes sont toutes dans le paquet bleu, donc si le joueur n'a pas d'arme, à ce moment-là, il m'attaquera à main nue. Mais là, il avait prévu son coup et il décide de m'attaquer, par exemple, avec une hache. Donc, exceptionnellement, au lieu de jouer une seule carte lors de son tour, lorsqu'il provoque un duel, il peut parfaitement jouer une hache
enfin une arme pour m'attaquer, qui est aussi un effet rapide et qui sera défaussé après le combat. Alors en bas des armes est indiqué ce qu'il faut réussir à faire sur le dé pour pouvoir attaquer. Donc là, l'attaque de ce joueur sera réussie s'il fait 3 ou plus avec son dé. Et la défense, ce ne sera utilisable que si on se fait attaquer par un autre joueur. Donc là, comme c'est l'attaquant, il pose ceci devant lui. Le défenseur va donc immédiatement décider si lui aussi souhaite utiliser une arme bleue pour se défendre, ou s'il ne peut pas se défendre autrement qu'à main nue. Alors imaginons que j'ai une carte bleue en main pour me défendre, j'utilise une cotte de maille. C'est indiqué que pour la défense, elle sera réussie si je fais des 4 ou plus. Donc je la pose face visible devant moi et le combat va pouvoir commencer. L'attaquant prend donc les 3 dés, on lance toujours les 3 dés lorsqu'on attaque, il va les lancer et essayer de faire égal ou plus que son niveau d'attaque. Donc là, ça réussit s'il fait des 3 ou plus. Donc comme il a réussi à faire ça, eh bien ça veut dire que comme il a fait 2, 3 ou plus, il y a 2 attaques qui vont être portées sur moi en tant que défenseur. Le défenseur va donc prendre ses 2 dés, et lui, il va tenter de se défendre avec son niveau de défense. Donc là, la cote de maille donne 5 et plus pour l'attaque, mais là, comme c'est une défense, ce sera 4 et plus, c'est indiqué. Donc ce joueur-là lance les dés, essaye de faire des 4 et plus. Là, il a réussi à faire un 4, ça veut dire qu'il réussit à bloquer une des 2 attaques. Malheureusement, la deuxième passe, et il va quand même se la prendre. Alors, comme le défenseur a été touché, eh bien c'est donc l'attaquant qui gagne le combat. Lorsque un attaquant gagne le combat, c'est assez simple, il va immédiatement gagner 5 points de victoire. Donc celui-ci était à 6. Hop, il passe immédiatement à 11. Le défenseur, lui, va perdre 1 point de victoire par coup qu'il a subi. Comme j'ai subi un seul coup, eh bien je ne perds qu'un seul point et je passe à 3. Alors si jamais un joueur arrive à 0 point de victoire, eh bien il ne pourra pas descendre en dessous de 0, donc du coup il n'y aura pas beaucoup d'intérêt à l'attaquer. En revanche, si le défenseur avait réussi à bloquer les 2 coups, donc imaginons qu'on fasse ça, hein, je vous rappelle que ça c'est un 6, donc si j'avais fait ça c'est 4 et 6, donc les 2 sont bloqués, et bien à ce moment-là, comme il a bloqué toutes les attaques de l'attaquant, c'est donc le défenseur qui l'emporte. Dans ce cas-là, le défenseur gagne 2 points de victoire au lieu de 5. C'est pas mal de se défendre, mais ça encourage quand même l'attaque. On gagne plus de points quand on est attaquant et qu'on réussit, que quand on est défenseur et qu'on réussit à se défendre. Et l'attaquant qui a raté son attaque perd 1 point seulement de victoire, donc c'est pas cher payé, mais bon, c'est toujours raté, ça fait quand même pas gagner les 5 points qui sont espérés par les attaquants. Alors, bien entendu, si l'attaquant rate complètement son jet d'attaque, donc là, s'il devait faire 3 et plus et qu'il obtient 2-1 et 1-2, ben malheureusement, aucun des dés n'arrive à 3 ou plus, il a donc raté son attaque. Le défenseur n'a même pas besoin de lancer les dés. Par contre, s'il a utilisé une arme pour se défendre, eh bien elle sera quand même défaussée, même s'il ne s'en est pas véritablement servi. Dans ce cas-là, évidemment, c'est le défenseur quand même qui gagne, donc il marque 2 points et l'attaquant perd 1 point. Enfin, que se passe-t-il si quelqu'un n'a pas d'arme? Donc si par exemple le défenseur n'avait pas eu d'arme et puis il se fait attaquer, il y en a 2 qui passent, eh bien il va lancer quand même les dés, mais évidemment, il faut qu'il fasse des 6. Et uniquement des 6 pour pouvoir se défendre, et ben voilà, la plupart du temps, ça passe quand même, donc boum, il perd, là, l'attaquant gagne 5, et lui, comme il a été touché 2 fois, eh bien, il perd moins 2 points de victoire. C'est évidemment la même chose pour un attaquant qui jouerait sans arme. À ce moment-là, c'est l'attaque qui doit faire des 6, et puis le défenseur peut quand même décider de se protéger avec quelque chose s'il a peur, mais bon, en général, des 6, il y a quand même peu de chances que ça passe. Alors évidemment, quelle que soit l'issue du combat, les cartes gants sont défaussées, et puis les cartes armes qui ont été utilisées sont défaussées aussi. Le tour de ce joueur est terminé, on passe au suivant. Alors attention cependant, pour les attaques, lorsqu'un joueur joue une carte gant et qu'il désigne un adversaire, celui-ci peut éventuellement se défendre avec une carte jaune appelée garde. C'est la seule carte que l'on peut jouer comme ça en défense contre une autre carte pendant le tour
d'un autre joueur. Donc c'est marqué dessus, annuler une carte gant. Donc là, immédiatement, dès que le joueur joue son gant, je joue la garde pour me défendre si je souhaite pas faire le combat, hein, parce que si je le souhaite, je ne suis pas obligé de la jouer, évidemment. À ce moment-là, les deux cartes sont défaussées, le joueur va perdre sa carte gant et il ne pourra plus attaquer avec. Attention, si le joueur a joué trop vite et qu'il a déjà joué son arme ne sera pas considérée comme active, donc il la récupère. Par contre, hein, là, c'est juste le gant que ça annule, et donc ça annule le combat. Et ça annule aussi, évidemment, le tour du joueur, puisqu'il a déjà joué une carte, même si elle n'a pas été valide et a été défaussée à cause du garde, il en a joué une, il a donc fini son tour, on passe au tour du joueur suivant. Alors évidemment, les cartes qui ont ce symbole peuvent être utilisées la plupart du temps à tout moment, et il faut le jouer au bon moment. Donc là par exemple, ce joueur se défend contre une attaque d'un autre joueur, il n'a pas de carte arme, l'autre joueur lui a fait 3 touches, il doit donc lancer les 3 dés, il lance les 3 dés, puis il fait 2, 5 et un 2. Et bien là, s'il a cet atout-là qui lui permet d'ajouter 1 à tous ses dés d'attaque ou de défense, eh bien il peut à ce moment-là l'incliner pour montrer qu'il s'en est servi et augmenter de 1 la valeur de chacun des dés. Donc ça lui fera 2, 6 et 1, 3. Évidemment, le 3 ne sert à rien quand on se défend sans arme, mais par contre, 2, 6, ça lui permet déjà de bloquer 2 attaques. Il n'y en a qu'une seule qui passe, ce qui ne lui fait perdre qu'un seul point de victoire. Évidemment, si on a plusieurs cartes avec un effet comme ceci, bon, on peut en utiliser autant qu'on veut lors des combats. Et le tour se poursuit donc ainsi, jusqu'à ce qu'un joueur passe son tour, car effectivement, si jamais vous n'avez que des cartes que vous ne pouvez pas jouer, donc là par exemple j'ai une arme, mais je ne peux pas l'utiliser pour attaquer quelqu'un, car je n'ai pas de carte gant, et puis j'ai un démonstrateur ménestrel que je ne peux pas utiliser, car j'en ai déjà posé un devant moi, et il y a marqué qu'il y a une limitation à 1, eh bien là, je suis obligé de passer mon tour. Je peux décider d'ailleurs à un autre moment de passer mon tour. Mais attention, si je passe mon tour, je ne pourrai plus jouer, je m'arrête là. Je garde quand même mes cartes en main. Là, par exemple, si je me fais attaquer par un autre joueur, je pourrai tout de même me défendre avec mon arme. Mais voilà, une fois qu'on a passé, on ne pourra pas revenir en jeu pour rejouer des cartes. Et comme les joueurs n'auront pas forcément au bout d'un moment le même nombre de cartes, car on peut en voler aux autres joueurs, etc., aller en chercher dans les paquets aussi pour en reprendre en main, donc on va poursuivre ainsi jusqu'à ce que tous les joueurs aient passé leur tour. Ceci étant terminé, on passe donc à la phase 3, on va faire les comptes. Alors chaque joueur va regarder s'il a des cartes qui lui permettent de gagner des points de victoire supplémentaires à ce moment-là, à la fin du jour. Alors, en général, ce sont les cartes démonstrateurs qui vont nous rapporter des points, et ce sont des cartes jaunes. Je vous rappelle qu'on ne peut poser qu'un seul démonstrateur de chaque type, et il y a 3 types de démonstrateurs dans le jeu. Donc là, ce joueur-là, par exemple, on a posé 2, un amuseur et un ménestrel. C'est indiqué en bas de la carte, à la fin du jour, gagner un certain nombre de points de victoire en fonction du nombre de démonstrateurs que vous avez posés devant vous. Donc là, comme il a réussi à en poser 2, c'est indiqué qu'il marque 3 points de victoire. Alors attention, ce n'est pas 3 points de victoire par carte, ça fait donc pas 3 et 3, 6, mais ça fait 3 points pour les 2 qui sont posés devant lui. En revanche, certaines autres cartes peuvent ajouter des points. Donc par exemple, dans les cartes de l'église, les cartes violettes, nous avons les enfants de cœur. C'est indiqué, à la fin du jour, vous pouvez défausser cette carte, puis ajouter 1 point de victoire à chacune de vos cartes démonstration. Donc là, par contre, ça rajoutera 1 point pour celle-ci et 1 point pour celle-là, donc 2 points. Donc ça fera un total de 3, 4, 5 points à gagner. Comme j'ai déjà 2, eh bien 5 et 2, 7. Je passe donc à 7. Et puis voilà, mais par contre, il faut que je défausse mon enfant de cœur sur la défausse des cartes église. Alors, une fois que tout le monde a fait ses décomptes de points, eh bien, il faut aussi penser à défausser les cartes qu'il nous reste en main. Effectivement, on ne peut pas garder des cartes d'un tour sur l'autre, sauf capacité de cartes nous permettant de le faire. Donc logiquement, c'est pour ça qu'il faut mieux utiliser toutes ces cartes si possible, car les autres ne seront plus utilisables pour le tour suivant. Une fois que chacun a défaussé ainsi ses cartes, on va pouvoir redresser toutes les cartes qui demandaient d'être inclinées pour pouvoir être utilisées dans le tour. On les redresse et donc pour le tour suivant, on pourra à nouveau s'en servir. Chaque joueur récupère alors tous les pions qui sont dans la ville. Alors attention, peut-être qu'avec l'effet de certaines cartes des joueurs, vous auront volé des meeples pour
le tour suivant, évidemment, là vous ne pouvez pas pour l'instant les reprendre, vous ne reprenez que ceux qui sont à l'intérieur de la ville. On enlève les marqueurs qui sont pleins, on avance évidemment le marqueur sur le jour suivant, à moins qu'un joueur soit arrivé à 30 points de victoire ou ait dépassé 30 points de victoire, et à ce moment-là c'est le joueur qui a le plus de points qui l'emporte. On passe alors le pion premier joueur au joueur suivant dans le sens des aiguilles d'une montre autour de la table, et on est parti pour le jour 2, où ce joueur va poser un pion, récupérer une carte, et ainsi de suite. Attention, les défausses restent comme ceci. Ce n'est qu'au moment où, si un joueur joue un pion et doit piocher une carte et qu'il n'y en a plus dans la réserve, qu'on remélangera tout le paquet de défausses pour le remettre, et il prendra la première. Alors évidemment, dès la fin du premier jour, vous allez certainement avoir des joueurs qui sont plus en tête que d'autres. Donc là, par exemple, celui-là a 13 points, celui-là a 10 points, celui-là a 8, 7 et 5. Évidemment, le jeu vous oblige à tenter des alliances, car effectivement, là, on va essayer de taper sur celui-là et sur celui-là, parce que sinon, ils risquent de gagner la partie très rapidement. Donc évidemment, les joueurs peuvent essayer de coordonner leurs actions pour se battre contre un joueur et lui faire perdre des points de prestige. Attention aussi au texte qui est indiqué, chaque mot est important. Donc par exemple, la courtisane, il y a marqué « À tout moment, vous pouvez incliner cette carte, puis obliger un adversaire à relancer un dé d'attaque ou de défense ». Ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de le faire quand on vous attaque ou lorsque vous attaquez un joueur. Vous pouvez très bien prendre part indépendamment à un combat dans lequel vous n'êtes pas concerné. Un joueur en attaque un, puis ça vous arrangerait que l'attaquant gagne, et bien bam, vous pouvez obliger le défenseur à relancer un de ses dés, ou inversement. Donc voilà, faites attention à ce qui se passe aussi entre les autres joueurs, car vous avez intérêt à faire des petites alliances temporaires. En revanche, pour l'eau bénite, par exemple, à tout moment défausser cette carte, puis ajouter 1 à la valeur d'un de vos dés, donc là c'est bien précisé que c'est uniquement sur mes dés que je peux le faire, et pas sur ceux d'un autre joueur. Attention aussi aux cartes avec un symbole d'activation qui peuvent être utilisées à tout moment. Donc là, par exemple, la carte verte, l'atout vert, influence, après avoir posé un pion sbire sur un lieu, donc c'est au moment où on pose des bonhommes sur les lieux, vous pouvez incliner cette carte, puis piocher 2 cartes au lieu d'une du lieu concerné. Et la partie se poursuit ainsi avec les jours avançant. Alors attention, si un joueur arrive à 30 points de victoire sur son petit morceau, eh bien il va quand même continuer, et si jamais il marque des points en plus, on comptera les points en plus en se rappelant qu'il a 33 par exemple. Mais on finira le tour en cours. Effectivement, on ne s'arrête pas immédiatement quand un joueur arrive à 30, on va finir le jour complètement, et ce n'est qu'à la fin du jour qu'on vérifiera si un joueur dépasse 30, et à ce moment-là, s'il y en a plusieurs, c'est celui qui sera le plus avancé après 30 qui l'emportera. Sinon, on joue jusqu'à la fin du jour 4, et à la fin du jour 4, c'est le joueur qui a le plus de points qui gagne, même s'il n'est pas arrivé à 30. Alors attention, si on termine à égalité, que les 2 premiers joueurs ont le même nombre de points, à ce moment-là, ils vont finir par un duel final. À tour de rôle, il y en a un qui va être attaquant, l'autre qui sera défenseur, et puis ensuite on fera l'inverse avec l'attaquant et le défenseur. Ils peuvent encore utiliser les cartes qui sont face visible devant eux, mais ils ne peuvent pas utiliser des cartes qui leur resteraient dans les mains. Et on va compter le nombre de blessures infligées, c'est-à-dire le nombre d'attaques qui vont passer d'un côté et de l'autre. Le joueur qui aura subi le plus de blessures perdra au profit de l'autre. En revanche, si l'égalité concerne plus de 2 joueurs, donc s'il y a 3 joueurs à égalité à la fin du jour 4, eh bien on va être obligé de faire un 5e jour pour se départager. Donc voilà, ça rallonge un petit peu la durée de partie, mais c'est quand même assez rare à mon avis. Alors, attention, certaines cartes vous parlent de domination d'un lieu. On domine un lieu, tout simplement, si on a plus de sbires sur ce lieu que les autres joueurs. Donc là, par exemple, ce serait le joueur gris qui dominerait à l'église.
En cas d'égalité entre les joueurs qui sont en tête, donc si par exemple c'était comme ça, là 3 joueurs ont 2 pions, eh bien personne ne domine ce lieu. Donc si vous avez une carte qui vous demande de regarder un lieu où vous n'êtes pas dominant, eh bien ça peut être celui-ci aussi. Voilà donc pour Sbire, vous l'aurez compris, un excellent jeu à la limite du jeu d'ambiance, avec un peu de tactique, mais aussi beaucoup de négociations entre les joueurs pour essayer de s'influencer les uns les autres. Ah ben non, moi j'ai moins de points, vas-y, attaque-lui plutôt lui. Ah ouais, mais si je te fais une gentillesse, est-ce que tu seras gentil aussi au tour d'après? Enfin voilà, il prend tout son sel si on discute un petit peu autour de la table, et donc évidemment c'est tout de suite un peu plus intéressant si on joue, enfin même à partir de 3 joueurs, ça fonctionne très bien. À 2, c'est un peu plus stratégique évidemment, mais un peu moins fun aussi. Donc je conseille quand même à 4 ou à 5, où ça prend tout son ampleur, mais attention, le jeu peut quand même être assez long, car effectivement, si on se pose des questions sur les cartes, d'ailleurs, je ne vais pas vous faire l'intégralité de l'explication des cartes, car il y en a trop, elles sont de plein de types différents. Alors, les images sont vraiment très sympathiques, hein, ça sent bon la crasse moyenâgeuse, avec plein de sbires qui ont des têtes pas possibles. Donc voilà, le mieux c'est que vous découvriez quand même tous les effets en cours de jeu, c'est assez sympathique, en sachant cependant qu'il y a beaucoup de cartes aussi qui sont, voilà, comme ceci, en double. Il y a dans la boîte, sur la règle de jeu, l'explication, enfin, il n'y a pas l'explication, mais par contre, il y a toutes les cartes avec le nombre de chacune des cartes. Si vous voulez jouer très tactique, vous pouvez aussi essayer d'aller chercher des cartes en particulier, et puis d'essayer de vous rappeler celles qui sont déjà passées dans les défauts. Enfin voilà, il y a plein de tactiques possibles, comme dans tout jeu de cartes. Merci de m'avoir suivi, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo règle. Au revoir.